Merci pour cette introduction. Donc, on va se présenter, l'agence Data. Je suis Léonard Lassagne et voici mon associé Colin Régnier. Notre agence existe depuis presque 15 ans maintenant. On a commencé assez jeune. Donc, en fait, on a eu la chance aussi d'avoir pas mal accès à la commande et finalement déjà avoir construit un certain nombre de projets, de transformer un certain nombre de bâtiments existants. Il y a une présentation un peu généraliste et ensuite on fera peut-être un focus sur 5 projets en particulier qui justement posent cette question de la transformation ou de la réparation, exactement pour reprendre un peu vos mots. Et je vais peut-être en introduction, si tu veux bien faire défiler les slides, Colin, s'il te plaît, pendant que je vais broder sur 2-3 trucs qui m'ont intéressé dans ce que vous avez dit. Tout d'abord la question un petit peu de l'artisanat et de la manière de pratiquer. Alors nous c'est quelque chose qu'on a toujours relativement revendiqué, c'est-à-dire que depuis assez longtemps, on a limité la taille de notre agence et on ne fait aucune croissance. Voilà. On a décidé que travailler sur à peu près 10 projets, tous stades confondus concomitants, c'était le maximum qu'on pouvait faire. En fait, de manière générale, ça veut dire qu'on a une équipe qui peut osciller autour de 15-20 personnes, jamais plus. Et ça, on l'a bloqué depuis un certain nombre d'années parce que c'est la manière dont on aime pratiquer, à une échelle un petit peu réduite. Et en même temps, 15-20 personnes, ça nous permet aussi, si l'envie nous en prend, de monter sur des très gros projets, sans trop de difficultés, mais aussi de pouvoir sans difficulté non plus aller sur des toutes petites choses où il n'y a pas vraiment de question de rentabilité qui sera vraiment mise en jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est aussi notre liberté, à laquelle on est extrêmement attaché. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours développé, toujours cultivé. Donc en général, pour faire un nouveau projet, il faut qu'il y en ait un qui soit terminé. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis en plus, une agence de cette échelle-là, c'est très facile à alimenter en bonne commande et en bon projet. On n'a pas la problématique de tous nos copains qui ont monté des boîtes gigantesques et qui sont obligés de faire quelquefois des projets qui vont aussi un peu à l'encontre quelquefois de leurs convictions. Et donc voilà, on n'a pas envie d'être frustré, on a envie de prendre du plaisir. Donc, voilà. Échelle artisanale, je pense à d'autres choses aussi que vous avez évoquées qui sont assez importantes, je pense qu'ils seront un peu des questions un peu transversales autour d'un certain nombre de projets. Cette idée aussi voilà, de tout ce qu'on doit un peu partager, tout ce qui est un peu la dimension collective de l'architecture, qui est importante. Dans ce monde, vous l'avez souligné, on a quand même tendance à être de plus en plus un peu refermé sur ses propres problématiques et à ne voir pas plus loin que son propre petit précaré. Donc ça, c'est aussi une dimension importante de l'architecture. C'est cette dimension à créer du lien, à s'ouvrir aussi sur l'espace public. Et je dirais que pour nous, architectes, on travaille d'ailleurs pour des maîtrises publiques comme privées, il n'y a pas vraiment de différence. On doit quand même aussi défendre un certain rôle social de l'architecture et aussi considérer nos interventions comme une manière aussi de créer des manières de vivre ensemble. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Donc nous, en tout cas, voilà, c'est des choses qui nous intéressent. Un autre élément qui nous intéresse, mais là, ce n'est pas forcément ce qu'on verra on pourra proprement parler, mais on pourra aussi un peu l'illustrer à travers un projet qu'on a fait pour la RATP qu'on a livré l'année dernière. C'est cette idée que vous dites, dont vous parlez sur la manière aussi de construire les villes, cette question du zonage, qui aujourd'hui effectivement est déjà depuis longtemps totalement dépassée. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, notamment dans nos métropoles qui ont une certaine fragilité, parce qu'on se rend compte qu'en fait elles sont peu résilientes, mais que le moindre soubresaut les rend extrêmement fragiles, parce qu'elles ont d'autonomie dans rien, ni dans l'énergie, dans la nourriture, dans plein de choses, etc. Je pense que cette idée justement de sortir de ces formes de zonage et de créer de plus en plus des morceaux de ville qui ont cette nature justement un peu productive et mixte, je pense que c'est absolument des choses par lesquelles il faut passer, et qu'en plus à l'avenir, je pense qu'on va être de plus en plus soumis à des crises un petit peu intenses, notamment dans les métropoles. Tout le monde n'aura pas les moyens extraordinaires d'aller vivre à la campagne avec un ruisseau, une éolienne, des panneaux solaires et un potager. Tout le monde n'a pas ce choix-là. Il y a quand même une grande partie de la population qui de toute façon continuera à habiter en ville, et c'est aussi pour cela qu'il faut créer aussi des meilleures conditions, je pense, de vie, et aussi créer ces métropoles voilà, un petit peu plus résistantes, je dirais, d'une manière générale. Et enfin, vous avez évoqué cette notion un peu, le côté un peu essentiel, on a toujours un peu revendiqué. Pour nous, c'est voilà, toujours une sorte de recherche un peu de réduire, plutôt. C'est un truc qui nous a toujours qui nous a toujours beaucoup intéressé. On a été longtemps très très fasciné par un designer qui s'appelle Dieter Rams, qui a passé sa vie, une grande partie de sa vie, 3 décennies à diriger toute la recherche et le design chez Braun, qui est une marque allemande absolument extraordinaire, genre des années 50 aux années 80, et dont la devise, le mantra, c'était Weniger aber besser, ce qui veut dire moins mais mieux. Je crois que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut tous qu'on tende vers ça. C'est vrai que les architectes n'aiment pas trop, à part un en particulier, n'aiment pas trop cette question de frugalité.
voilà, qui est en plus devenu un mot un peu passe-partout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a partout, un designer est frugal, un restaurateur est frugal, etc. Donc bon, c'est un petit peu agaçant à la longue. Donc nous, voilà, ce côté un peu essentiel de réduction, d'économie de moyens, et aussi, vous l'avez évoqué, c'est une question qui est aussi intéressante, à laquelle on ne s'est pas vraiment encore, je dirais, nous, totalement confrontés, cette idée un peu de réparation. Les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui, oui, il y a réparation, mais on est quand même dans des actes chirurgicaux lourds. Et la question ensuite de voir jusqu'à quel point d'économie on peut réinjecter des nouveaux usages, des nouvelles pratiques dans de l'existant, vraiment en ayant une intervention à minima, je pense que c'est aussi une des questions d'avenir. Parce que finalement, je me rends compte, et c'est un peu le côté un peu critique que je pourrais faire de notre travail, c'est qu'on intervient de manière un peu costaude. Voilà, effectivement, on réinjecte de l'existant, on le réactive, etc. Mais je pense qu'on devrait aussi tester des choses un peu plus expérimentales, peut-être plus compliquées à mettre en œuvre d'ailleurs, où en fait on va essayer de faire vraiment le minimum possible. Donc ça, c'est aussi probablement des pistes pour réparer et avoir des interventions aussi sur des temps plus courts, avec peut-être aussi des objectifs plus facilement tenables que des choses très très longues. Voilà. Et donc toujours cette idée, voilà, vous le verrez à travers ces différents projets, qu'on a toujours un peu poursuivi, mais parce qu'on a aussi dans notre discipline quelques personnes qui ont aussi ouvert la voie, certaines que vous connaissez probablement. C'est toujours cette idée quand même aussi de conserver au maximum et de faire avec ce qui est déjà là et ce qui est existant. Je dirais que ça, c'est quand même un peu le préalable minimum. De la même manière que le minimum, c'est un peu de se préoccuper, de savoir est-ce qu'on a de l'air, est-ce qu'on a de la lumière, le soleil c'est bien, mais il faut également s'en protéger. Voilà, je crois qu'il y a un petit retour aussi nécessaire à quelques fondamentaux qui ne coûtent souvent pas grand-chose, mais qui permettent en fait d'améliorer très clairement les conditions d'habitabilité, prise au sens large. Peut-être juste un point, une notion qui n'a pas été évoquée, c'est celle de la transmission. Enfin, ça, c'est quelque chose aussi auquel on croit beaucoup. Alors la transmission, elle est évidemment celle que nous, on a reçue, qu'on retransmet à nos équipes, qu'on retransmet aussi dans les écoles par les architectes et les futures générations d'architectes qu'on va fournir. Mais sur la question de l'immobilier, c'est aussi la transmission des bâtiments que nous allons faire, l'héritage que nous avons aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, si on vit tous dans des villes que nous apprécions tous, prenons Paris par exemple, qui est aujourd'hui, c'est un héritage qu'on a reçu, provenant de générations de construction précédentes, et je pense qu'on se doit tous, chacun, de au moins la rendre au moins aussi bien qu'au moment où on l'a reçu. Donc cette question de la transmission, pour nous, elle est très importante, et donc c'est un rapport qu'on a par rapport aux bâtiments sur lesquels on va devoir travailler, sur lesquels on va devoir s'engager, et aussi d'imaginer que pour les générations futures, ils puissent eux aussi récupérer ce patrimoine au sens large, et finalement le réutiliser, le réexploiter, parce que finalement notre discipline, elle a quand même une grande variable qu'on ne connaît pas bien, c'est que finalement on fait des paris sur le futur en permanence. Il y a peu de métiers comme ça qui font des paris sur 10, 15, 20 ans, même 50 ans sur des plans. Nous, ce sont des paris qu'on doit faire sur des choix, et donc il faut imaginer qu'ils puissent marcher. Mais il faut aussi imaginer de temps en temps qu'ils puissent être justement transformés ou réadaptés, parce que finalement il y a des événements qu'on n'a pas su venir. Je pense que dans les années 80 ou dans les années 90, la question du changement climatique n'était pas forcément perceptible, en tout cas à la grande échelle. Il y a des gens qui en parlaient déjà, mais peut-être pas à la grande échelle. Aujourd'hui, c'est une conscience, et donc il faut imaginer que ces bâtiments ils puissent s'adapter. Et donc on s'aperçoit combien certains bâtiments sont totalement transformables, totalement adaptables, et d'autres le sont peut-être un peu moins, peut-être par un excès de fabrication ou de conviction dans certains domaines qui ont fait qu'on doit se re-questionner sur ça. Donc cette question de la transmission, je pense qu'elle est importante, et elle permet aussi de prendre un peu de distance vis-à-vis de nos certitudes, et de travailler avec un sentiment qui me semble très important, c'est celui du doute. Vous savez, le doute, c'est celui qui nous permet justement de rechercher, de se questionner, mais quand il est un peu... C'est un colocataire qui peut être aussi un peu envahissant si on lui laisse trop de place. Et donc cette question du doute, elle nous permettra toujours, à nous, architectes, d'essayer de re-questionner et de redimensionner un peu des certitudes. Et c'est peut-être de temps en temps ce qui fait qu'on peut avoir certaines oppositions avec des maîtres d'ouvrage, en disant que peut-être qu'il ne faut plus regarder de cette manière-là, mais peut-être un peu différemment. Et c'est ce qui explique aussi notre point. Le dernier point, et ça je retiens, c'est ça souvent que j'ai entendu ça, c'est cette question de la sauvegarde de l'intérêt général. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui doit nous habiter, cette question de l'intérêt collectif dans un monde qui s'individualise de plus en plus. Je pense qu'il est essentiel, et nos espaces publics, et les bâtiments qu'on doit fabriquer doivent participer à faire qu'on vive un peu mieux tous ensemble. On n'aura pas l'action manifeste de changer totalement des sociétés, mais on peut y participer un tout petit peu. On va peut-être montrer juste quelques bâtiments après ces discussions, mais c'est en réaction à votre discours inaugural. Et donc, j'allais dire, nous
nous échangeons sur ces points. Le premier projet dont on va vous parler, c'est un bâtiment qu'on a livré il y a un peu plus d'1 an pour la RATP. Donc c'est un concours relativement ancien, hein. Il y a déjà pas mal d'années, je me souviens plus très bien. Je n'ai pas trop les dates en tête, mais je pense que ça a de toute façon assez peu d'importance. Donc c'était un concours à l'origine autour de la transformation et l'évolution des ateliers de maintenance de la ligne 6 du métro. Donc on est juste à côté de la place d'Italie, on devine ici. Il y a une petite avenue, l'avenue des Sœurs Rosalie, et ici il y a une emprise industrielle de la RATP, qui est une sorte un peu d'enclave. Et c'est une situation qui est assez intéressante également, parce qu'on est un peu à la croisée des différents 13e. Parce qu'on là, on est plutôt encore sur un point haut, et le site fait un peu la transition vers le 6e, notamment si je ne dis pas d'idiotie, et on domine un petit peu notamment le mobilier national qui est juste en dessous. Et ce site-là a aussi une figure un peu emblématique, je ne sais pas si on la verra nécessairement sur les photos, mais c'est la tour Crawlbar d'Édouard Albert, qui était le première tour en structure métallique d'habitation parisienne, et peut-être même première tour parisienne tout court, voilà, qui est un bâtiment assez sublime, qui est vraiment un marqueur de son époque et de ces questions-là. Et donc là-dessus, sur ce site-là, la RATP, comme souvent, doit faire évoluer son matériel roulant. Tout part toujours avec la RATP, et notamment son directeur de l'époque du département de valorisation, Rémi Ferrège. Tout parle quand même en général de la modernisation de l'outil industriel. Et donc pour moderniser cet outil industriel, il s'agissait de transformer des halles existantes. Et comme à chaque fois, puisque c'était aussi le point de départ important, on parlait de zonage tout à l'heure, mais c'était vraiment aussi une volonté forte de la RATP à ce moment-là, c'est de dire on va conserver dans le cœur de Paris des sites industriels, plutôt que de les reléguer nécessairement tous en première, deuxième, troisième couronne ou en périphérie, parce qu'on souhaite aussi qu'au cœur de Paris, garder l'école bleue, etc. Donc ça, c'était un vrai point de départ très important. Et donc l'idée, pour fabriquer un peu et transformer l'outil industriel, il est toujours un petit peu le même. Et il y a encore des opérations en cours, à Vaugirard, un peu partout, il y a eu un Jourdan, etc. C'est qu'on transforme l'outil, et pour financer tout ça, il y a deux choses. On va construire du logement, dès qu'il y a des opportunités foncières, et sur ce logement, une moitié est en maîtrise d'ouvrage directement de la RATP ou de ses filiales, c'est pour construire du logement social pour leurs agents, et en général, l'autre moitié est vendu comme du foncier pour des promoteurs immobiliers qui développent ensuite des opérations. Et c'est comme ça qu'ils financent une partie de l'évolution de leur matériel. Et donc, le point de départ de ce projet-là, là, ce n'était pas une construction neuve, c'est ce bâtiment d'activité des années 60, bâtiment de bureau, et je dirais assez ordinaire, pas de qualité a priori un peu particulière, si ce n'est qu'il a une structure existante assez capable, avec des trames relativement régulières, une structure en béton, poteau, poutre, dalle, et des façades légères qu'on pouvait assez facilement imaginer transformer. En revanche, il y avait une contrainte quand même sur ce bâtiment-là, c'est que le programme, d'ailleurs qui était assez libre sur la capacité de conserver ou pas d'ailleurs le bâtiment. On avait procédé du coup, il faut à tout prix le conserver, la question ne se pose pas. Mais en revanche, il n'avait la capacité que pour loger la moitié du programme. Donc il fallait nécessairement l'augmenter d'une manière relativement sensible. Et donc c'est ce qu'on a tâché de faire avec comme contrainte principale d'accueillir des locaux d'activité pour la RATP et le poste de commandement de la ligne 6, à savoir en gros une grande salle de contrôle et différents espaces tertiaires, et dans les niveaux supérieurs d'accueillir du logement. Et donc il a fallu en fait qu'on trouve le moyen de l'augmenter tout en essayant de rester sensiblement à poids constant pour ne pas surcharger les fondations. Donc, tout l'enjeu a été de travailler sur la tolérance permise par les fondations existantes et de construire le plus léger possible dans tout ce qu'on allait ajouter. Et donc on a eu deux stratégies pour ça. C'est un peu bodybuildé, je dirais. C'est-à-dire qu'on l'a un peu gonflé, il a fait un peu de muscu, c'est-à-dire que notamment ici, on voit ce côté-là, on l'a épaissi d'environ 3,50 m du côté du site industriel, avec une partie qui est en encorbellement, donc qui ne nécessite pas de fondation en plus. Et on l'a aussi augmenté de 2 niveaux, et tout cela on l'a fait avec des structures métalliques les plus légères possibles. Et ensuite, voilà, comme j'expliquais précédemment, tout le socle qui est à cheval, puisqu'il y a une dénivellation d'environ 6 mètres entre la rue Abel-Ovlac et le niveau de la plateforme technique de la RATP. Donc tout le socle contient les activités de la RATP. Donc l'enjeu c'était vraiment ça, hein. C'est-à-dire que conserver les qualités d'existant au maximum, rajouter quasiment 50% de surface et rester si possible à poids constant. Donc on a aussi,
dans notre manière d'intervenir sur le bâtiment existant, on a enlevé aussi tout ce qui était vraiment superflu, on a allégé au maximum, et ensuite on a travaillé sur les tolérances des fondations. Tu veux que je fasse tout? On alterne? C'est peut-être cette coupe qui montre un petit peu le mieux. Non, cette coupe, elle exprime assez bien avec cette particularité du programme, c'est que la RATP étant, même si c'est un seul maître d'ouvrage, ils ont deux entités, et ils demandent une séparation stricte des programmes, des flux, et donc dans le même bâtiment, on a dû faire fonctionner donc un espace technique de bureau, leur poste de commandement de la ligne numéro 6, et sur la partie supérieure, l'installation donc de ces logements. Les codes graphiques sur ce bâtiment sont des codes anglo-saxons, c'est qu'en rouge c'est ce qui est conservé et en noir c'est ce que nous avons ajouté. Alors ne me demandez pas pourquoi on a fait ça. De toute façon, je crois que les codes graphiques de la projection font que tout est noir. Voilà. Et donc le choix arbitraire du matériel technique. Et donc voilà la différence. Vous voyez le bâtiment donc, en 2018 qui était sur la partie gauche, et le bâtiment qu'on est venu installer à droite, là qu'on a livré l'année dernière, donc qui vient accueillir un peu plus d'une cinquantaine de logements, 52 logements sociaux donc, pour la RATP. Ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est qu'en fait, on a aussi tiré parti en fait, de ces augmentations du volume pour aussi créer des typologies un peu particulières. Là, on voit un plan avant-après qui montre de manière assez synthétique comment on est passé de ce plan d'un bâtiment d'activité, dont on peut déjà deviner cette structure très régulière dans laquelle, en fait, on sait à peu près tout faire. Si elle est bien faite, si elle est simple, même si elle est assez ordinaire, elle a la capacité assez facilement de se transformer. Et puis, quand même, passer d'un bâtiment d'activité à un bâtiment de logement, en plus, on bénéficie quand même de hauteurs tout à fait presque exceptionnelles par rapport à nos standards. Donc, c'est quand même très, très vertueux. Et ce qui était aussi un peu le dispositif particulier, dont on verra tout à l'heure, notamment avec des photos intérieures, c'est qu'on a cet épaississement d'environ 3,50 m qui se fait du côté du site industriel. Et en fait, dans cet épaississement, on a logé toute une épaisseur qui contiennent les jardins d'hiver et les cuisines des différents logements. Donc, en fait, les chambres, les séjours notamment, sont toujours en arrière-plan de cette bande qui contient un jardin d'hiver et les cuisines. Donc, c'est aussi une disposition qui est un peu particulière. Et on a aussi ensuite ce qui était d'ailleurs probablement techniquement à peu près la chose la plus compliquée, on a dû retravailler sur les maillots de circulation verticale, parce que ceux de l'existant étaient absolument inadaptés aux règles d'usage. Et donc là, effectivement, comment on retravaille les maillots, comment on évite de les fonder, etc. Donc là, il y avait un peu de complexité technique. Et donc, ce qu'il faut imaginer ici dans ce projet, et peut-être la difficulté, en tout cas dans la transformation, c'est qu'ici, on a adapté le programme au bâtiment. Vous comprenez que dans la transformation, ce qui est assez complexe, c'est d'abord que tout le travail se fait par un travail de diagnostic et d'analyse du bâtiment. Il faut vraiment comprendre comment il est, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'il peut accueillir. Et ensuite, il faut savoir être agile dans la fabrication et dans, en gros, l'utilisation de ce programme, et notamment sur les formes de logement, sur la manière d'habiter, sur tout ça, tout en essayant de trouver une qualité. Et c'est ce qui nous a pris aussi pas mal de temps et de discussions nécessaires, qu'on a dû avoir avec la RATP, parce que finalement, il n'y a pas un seul logement qui soit similaire, ou dans lequel les T3 ont tous la même taille, ou les T2 ont tous la même taille, ou les T1, voilà. C'est chaque situation de projet rencontrée dans cet existant ont façonné des logements tous différents. C'est vrai que ça donne aussi une qualité d'usage. Alors, dans le modèle de fabrication, je vais dire du bilan économique, ça je ne sais pas bien comment ça marche, mais dans la fabrication du logement, ce qui est assez intéressant, et on le voit encore quand on va voir, c'est que finalement, chaque habitant sur le palier peut aller chez son voisin et dire « Ah mais toi c'est comme ça, c'est un peu différent, et puis il y a ci, et puis toi tu as des poteaux, et puis moi j'ai ci, et puis moi j'ai mis sur ça, et puis toi tu as une terrasse, moi j'ai un jardin d'hiver, et moi j'ai ci, moi j'ai ça ». Et donc finalement, il y a une forme d'appropriation de son logement, parce que finalement il est un peu unique pour chacun d'entre eux, et c'est ce qui leur donne vraiment aussi un bâtiment qui, dans l'intérieur, alors de l'extérieur, il a une image un peu essentielle, je veux dire un peu sobre, ou peut-être un peu neutralisée. Néanmoins, à l'intérieur, c'est un bâtiment qui est extrêmement foisonnant, dans lequel les hauteurs de logement sont différentes, les vues sur Paris sont différentes, l'organisation entre la structure et les chambres est totalement différente. Et c'est ce qui fait que ce bâtiment, il a une forme de kaléidoscope à l'intérieur, dans lequel il se passe plein de choses, et des modes de vie d'habiter qui sont très variés. Donc effectivement, on a toute famille de typologies, entre des choses traversantes, des choses très étroites, mode orienté, mais en même temps sur un balcon qui peut faire 8 mètres de long. On a des choses très très étranges aussi dans la manière de l'avoir un peu fabriqué. Et c'est aussi un des gros intérêts de la question de la transformation,
c'est qu'on est obligé de sortir d'un certain nombre d'idées préconçues qu'on pourrait avoir sur les programmes, a priori. Voilà. Ça, comme on est obligé un petit peu d'inventer et de composer, en fait, on est vraiment obligé d'inventer des nouvelles manières, soit d'habiter, soit de travailler, etc. Donc ça, pour nous, architectes, on trouve ça extrêmement intéressant parce que pour le coup, on estime avoir une véritable plus-value. Bien sûr que nous, enfin en tout cas nous dans notre pratique, aller faire un plot de logement neuf dans une ZAC, ça n'a aucun intérêt. On n'a aucune plus-value, puis vous pouvez prendre, j'allais dire n'importe qui, mais je pense qu'on n'est pas vraiment loin de la vérité de tout cela, puisque tout est aussi un peu déterminé, les volumes, etc., un peu a priori, et très codifié. Là-dessus, c'est plus compliqué, on est un peu plus important pour vous. Nous, ça nous plaît. Mais ça va exactement à ce que vous disiez sur la question de la normatisation de l'intégralité des modes constructifs aujourd'hui, un peu de la standardisation généralisée du monde et de son industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie de production des logements, par tout un tas de systèmes d'industrie qu'on fabriquait, de la préfabrication, l'organisation, a fabriqué aussi une forme de qualité d'allogement super standardisée, qu'on soit dans le nord de Paris, dans le nord de la France, dans le sud de la France, et tout ça. Et on va retrouver un peu tous ces codes-là. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, par ces questions de transformation, on en revient à des choses qui peuvent redevenir un peu essentielles, et fabriquer finalement des logements qui vont finalement donner une qualité d'habiter qui va être un peu différente et qu'on va pouvoir s'approprier. Et finalement, on ne va pas avoir l'impression finalement d'être dans une grande industrie standardisée. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance pour nous, et que même si c'est vrai que la question de la transformation est un peu plus complexe à mettre en œuvre, elle pose plein de questions, mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est juste qu'on l'a oublié à partir des années 50. Mais sinon, la question de la transformation a toujours existé dans toutes les villes, de toutes les civilisations. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, on peut retrouver ça et y retrouver pour les gens aussi une vraie qualité de vie. Et c'est vrai que dans ce bâtiment, récemment, pour des questions, on avait dû retourner sur le bâtiment, et une des habitantes, à la fin de la visite, nous a pris à part et nous a dit « Vous avez un peu changé ma vie ». Et oui, ça, c'était quelque chose qui était assez fort, je trouve, dans la manière de... Elle était heureuse. Elle était heureuse, ouais. Elle était heureuse, non mais notamment par le fait, par les vues qui étaient installées, le fait qu'elle avait retrouvé une qualité d'habiter et elle était bien dans son logement. Et ça, je pense que c'est un peu la mission qui est la nôtre, savoir de fabriquer des environnements dans lesquels on va vivre, dans lesquels on sera finalement bien. Donc là, quelques photos, il y en avait précédemment, qui étaient vraiment des photos du moment où on était vraiment sur le travail du squelette. Donc on avait gardé tout le squelette béton existant et on voyait tous ces ajouts, tout ce que j'évoquais tout à l'heure, tous ces épaississements en structure métallique qui venaient chercher un peu toutes les possibilités volumétriques du site également. Je précise ce que c'est à droite, notre intervention, c'est pas... On peut aussi faire ce qui est à gauche. Et là, par exemple, on voit les chambres qui sont sur la droite et qui sont en enfilade sur un jardin d'hiver. Et donc tout s'ouvre largement comme ça. Et là, par exemple, sur la photo de droite, on est dans une chambre et on donne sur ce jardin d'hiver qui est partagé. Donc la chambre est en retrait de la façade d'environ 3 mètres, mais bon, c'est largement ouvert. Donc, pas vraiment de problématique de lumière naturelle. Et on habite comme ça aussi potentiellement sur un extérieur qu'on partage avec les autres chambres. Et ça, typiquement, cette situation, elle a été très lentement discutée. Aujourd'hui, les gens sont assez contents, mais très lentement discutée, parce que finalement, on a inversé le système de distribution et on distribue par un système classique de système à la française, on distribue par les façades, avec un prolongement de l'espace, j'allais dire, du salon, en fait, qui vient se prolonger, qui vient lécher la façade. Et en fait, les logements sont en deuxième partie, 3 mètres plus loin. Alors le dispositif qu'on est venu technique en encorbellement, c'est aussi le site industriel, c'est un site dans lequel les trains, c'est les trains. Le métro, c'est oui des trains. Les rames de métro sont travaillées et commencent le matin très tôt. Donc il y a quand même pas mal de bruit. Donc c'est aussi un tampon acoustique et on voit donc cette bande qu'on est venu installer, qui est donc une prolongation du salon et qui vient se loger jusque devant les chambres et dans lequel on est venu aussi articuler les cuisines, qui sont elles aussi des espaces qui sont fermés et qui sont mises. Moi j'ai une passion pour faire la vaisselle. Et c'est vrai que devant cette vue parisienne, c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant d'avoir son évier devant tout Paris. Parce que tu fais mieux la vaisselle que la cuisine. Voilà, la vue que vous avez ici, elle est exceptionnelle. Vous êtes sur la butte aux Cailles et c'est vraiment une situation qui est absolument incroyable. Et que de votre chambre, quand vous êtes, je ne sais plus où est cette photo, voilà, de votre chambre quand vous êtes ici, vous avez une vue absolument prodigieuse sur tout Paris et vous êtes aussi protégé. Ce qui fabrique des logements assez qualitatifs. Et puis, à contrario, quand on n'est pas donc, sur le site en Belvédère, qu'on est sur la rue
à Belle-Plaque. On a fabriqué des logements tout en enfilade sur lesquels il y a de longs terrasses qui se développent et qui font qu'en fait les logements sont entièrement ouvrables sur ces terrasses, et ce qui fait que dans des conditions qu'on va rencontrer plus régulièrement, hein, quand il va être un peu plus chaud, vous pouvez utiliser la terrasse en permanence. Et donc ce qui fait vraiment une prolongation de l'espace habitable habité, et la cuisine toujours située un peu en articulation qui permet de fabriquer des connexions entre le salon et la terrasse. Et il y a un logement qui est très singulier, qui est tout en longueur, c'est un T2, avec une terrasse absolument longue, mais la personne qui habite dedans, il est très heureux d'habiter dans ce logement qui bénéficie finalement d'une situation totalement singulière. Et donc là, on va retrouver aussi ce principe d'extension du salon devant les chambres, et qui peut s'ouvrir dedans, donc il fait une forme de protection sur ça, et donc ils peuvent être aussi aménagés. Alors il y a des situations qui sont très particulières, hein. Là c'était pour les photographies, mais il y en a qui en ont fait des bureaux, il y en a qui en ont fait... il y en a où il n'y a rien, il y en a c'est des salles de jeu, enfin, c'est des situations qui sont su aménager, très singulières. Ces espaces-là sont aussi non chauffés. Et on en revient à un peu ce qui est le sujet de la conférence, c'est cette idée aussi de considérer les contraintes comme des opportunités. C'est que là, effectivement, le point de départ aussi de tout cela, au-delà de la qualité d'habiter, c'était quand même qu'il y avait une crainte en partie fondée, mais très exagérée de la RATP, du côté de vivre directement sur les rails et de la nuisance potentielle. Sauf qu'il s'avère qu'en fait, il y a quand même très peu de trains qui rentrent et qui sortent. En plus, ils sont extrêmement au ralenti, donc il y a très très peu de nuisance. Donc de cette nuisance potentiellement acoustique, etc., finalement, on a réussi aussi à en créer un dispositif qui augmente en fait plutôt la qualité d'habiter. Donc c'est toujours un peu cette idée-là. Plus c'est compliqué, plus il y a de contraintes, plus on est obligé d'inventer des petites choses ou des situations un peu particulières. Donc ça me plaît bien. S'il n'y a pas de contraintes, en fait, ça Voilà, bon, une situation singulière dans le bâtiment, c'est que le poste de commandement de ce bâtiment en réhabilitation nécessitait des postes informatiques voilà, sans poteau, sans rien, donc il fallait trouver un dispositif architectural. Donc c'est cette grande poutre Warren qu'on est venu installer qui vient supporter pour libérer dans les tréfonds de ce bâtiment des espaces de bureaux sans poteau, de manière à ce qu'ils puissent poser les grandes consoles informatiques pour pouvoir regarder l'intégralité de la ligne sans être gêné par des nuisances. qui n'ont pas encore été installés. Voilà, et qui sont très très moches, parce que c'est une sorte de dessin un peu organique en forme molle, très ergonomique et très beau. Voilà, et donc vous voyez aussi cette situation assez marrante de bureaux qui sont sur les voies de la RATP. Voilà quelques petites photos de ce projet-là, qui a été un projet assez compliqué justement parce que la question du poids était tout le temps interrogée. Parce que nous devions rester, donc ce qu'a dit Léo, c'est 8%. On devait rester dans une fourchette de 8% du poids qu'on pouvait ajouter sur le bâtiment, et on devait rajouter 50% de surface. Ça, c'était une contrainte que je peux qualifier d'assez lourde dans cette question de la réhabilitation. Mais ça a fonctionné puisque le bâtiment est toujours habité. On va vous parler d'une deuxième situation de projet. C'est un projet qu'on développe actuellement au 206 Lafayette. C'est un projet qui est en fait un projet qui est situé dans un passage qui est rue Lafayette dans le 10e arrondissement de Paris. C'est un projet qu'on développe actuellement qui est en chantier et qui bénéficiait d'une protection ville de Paris. Notamment, il y avait plusieurs bâtiments et ce passage il a une singularité, c'est qu'en fait il y a 7 bâtiments qui ont tous des modes constructifs différents. Il y en a en bois, il y en a en métal, il y en a en béton, il y en a en vieux bois, enfin, il y en a, voilà, il y a vraiment des familles de bâtiments qui sont toutes différentes. Et donc ce projet était, donc, nécessitait la transformation de ce quartier-là, donc avec une maison qui était cette petite maison-là, qui a été devant, qui elle était en péril aussi, donc qui était en train de se casser un peu la figure. Et donc il y avait la volonté donc, de transformer donc, ces espaces-là en bureaux, mais aussi d'y accueillir des logements sociaux donc, pour la RIVP. Et donc ce projet, ce que nous avons fabriqué, c'est un projet qui est assez compliqué parce qu'il a nécessité beaucoup de dérogations, notamment sur les questions de sécurité incendie, parce que le fond du passage était inaccessible aux pompiers, et donc on a installé tout un dispositif stratégique de fabriquer dans le fond du bâtiment, vous le voyez ici, un dispositif de façade climatique en fait, qui est une espèce de double pot de 3 mètres, dans lequel on est venu négocier et on est venu loger
2 tours d'escalier, qui sont des escaliers qui sont réservés aux pompiers. Et donc c'est de cette manière-là qu'on a réussi à convaincre en fait, les services de la préfecture de pouvoir conserver l'intégralité des bâtiments, enfin l'intégralité des bâtiments situés sur l'arrière du bâtiment, enfin sur l'arrière du passage, sans imaginer qu'on puisse avoir d'air de retournement et tous ces principes-là. Et donc on a réussi, par une analyse assez fine de ce site, à trouver un dispositif architectural, encore une fois, c'est par l'architecture qu'on est allé résoudre des problématiques techniques, et qui nous ont permis aussi d'installer des dispositifs climatiques pour le bâtiment et de permettre que les bureaux qui allaient être installés dans ce bâtiment soient plus confortables et disposent aussi de larges terrasses. Sur l'avant du bâtiment, il était aussi proposé qu'on pouvait bâtir largement devant le bâtiment, et on a fait le choix de finalement scinder cette parcelle en 2 bâtiments, tout en conservant la question du passage et de faire que l'articulation vis-à-vis du faubourg Saint-Antoine puisse bien s'organiser. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de gagner en fait, le concours d'architecture. Donc vous voyez donc, tous ces bâtiments qui sont conservés, donc une très grande variété de bâtiments. Peut-être qu'on peut voir un peu ici, ouais, effectivement, tout ce qui est conservé. Les bâtiments neufs ne sont que les 2 bâtiments sur la rue Lafayette. On a articulé l'un parce qu'effectivement il était en péril, donc il fallait de toute façon le démolir, qui était celui qui était ici. Et ici, il y avait juste de toute façon un entrepôt, un rez-de-chaussée qui était une petite supérette. Donc c'était les 2 principales capacités, je dirais, aussi de densification, parce qu'il y avait quand même un enjeu à cet endroit-là, aussi d'enjeu de croiser entre un tissu faubourien et un tissu aussi haussmannien qui se croisent. Et nous aussi, ce désir que nous avions, finalement, au lieu de faire une seule figure dans laquelle on aurait pu avoir un porche qui ensuite se développe à l'intérieur de l'îlot à travers le passage, ce qui était d'ailleurs l'option privilégiée. Au moment où le concours a été lancé, c'était clairement la demande. Et nous, on a préféré distinguer les entités et puis garder cette chose très très ouverte et aussi ménager finalement aussi un bout d'espace public aussi en relation avec ce passage et qui s'oriente sur la rue Lafayette. Donc voilà, là c'est un peu la nouvelle perspective donc, qui est installée. Donc, des bâtiments, une partie de bâtiment qui est en béton, un bâtiment qui est en bois, j'allais dire, histoire de fabriquer, de poursuivre ce grand dialogue qu'il y avait avec ces ateliers à l'arrière et de trouver des modes constructifs très différents. Juste pour ce chantier, on a 3 entreprises de gros œuvres différents, hein, chacune pour ses spécialités. On a 32 entreprises en lot séparés, 4 entreprises de façade. Donc c'est vraiment un projet dans lequel on a ce que vous décriviez, à savoir une fabrication artisanale de nombreux détails, de nombreux dispositifs qui vont permettre de maintenir cette grande variété de passages et cet grand foisonnement qu'on avait retrouvé, cet esprit un peu d'atelier. On va passer un peu, voilà, donc on voit cette façade qui était existante à gauche, ce grand dispositif de parois un peu bioclimatique, on voit les escaliers qui sont à l'arrière, donc qui nous ont permis de protéger le bâtiment et donc de rendre les surfaces entièrement pour les bureaux. On voit le passage qu'on est venu réécrire avec la conservation des ateliers, bien sûr, de part et d'autre, et ce passage typiquement parisien qu'on maintient dans ce cœur du 10e arrondissement. Donc vous voyez, voilà, la façade là, elle est installée actuellement, donc cette grande paroi de verre qui est située à l'arrière du bâtiment, et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 3 semaines, il commence à faire très chaud à Paris, et on s'aperçoit que ça marche vachement bien, et que dans les bureaux, il fait frais, puisque j'allais dire, nos équipes de chantier étant en permanence là-bas, en fait, le dispositif climatique marche vraiment bien, et que les bureaux sont très agréables, ils disposent tous d'espaces extérieurs, et que ce principe architectural passif, fonctionne parfaitement. Sachant quand même qu'on peut être aussi entièrement vitré parce qu'on est plein nord. Voilà. Ça rend la chose aussi beaucoup plus facile, évidemment. Donc voilà, les façades, donc ça c'était l'existant, et donc qu'on est en train de retravailler justement et de réinstaller ces grandes surfaces qu'on est en train de transformer. Donc voilà, quelques façades, quelques héritages en gros de la situation qu'on avait. Donc on a essayé vraiment de conserver le plus possible en essayant justement de bricoler, rafistoler, restaurer un peu tous ces éléments et d'en faire finalement un lieu qui va devenir un peu singulier et finalement des conditions de travail qui seront non aseptisées, parce que finalement elles seront un peu uniques, finalement le lieu de travail dans lequel vous allez aller, ça sera un peu le vôtre, et ces situations vous la rencontrerez peu. Là c'est voilà, les bureaux tels qu'on les a trouvés aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts. Vous voyez le passage parisien qu'on voit ici. Donc là c'est quelques photos
qu'on a pris du chantier. Vous voyez cette grande façade de verre donc, qui est située dans le fond du bâtiment, cette façade climatique, et le lien qu'il existe avec tous ces bâtiments qui viennent se jumeler les uns avec les autres et qui viennent se refléter. L'ensemble de logements qu'on est venu créer pour l'ARIVP devant. Donc, là, ce sont des logements un peu plus standards, c'est plutôt des petits logements avec de grandes fenêtres qui peuvent s'ouvrir, justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace. Et donc voilà les espaces intérieurs qu'on est en train de finaliser. Par exemple, la particularité, c'est que vous voyez tous les poutres en bois que vous voyez ici, on s'est servi comme fond de coffrage qu'on a fait sabler, qu'on a conservé et qui seront conservés en l'état. Et là, je ne dis pas que c'est fini, mais on n'est pas très loin de la fin. La couleur verte qu'on a choisie, c'est une couleur un peu historique. Vous savez que dans les bâtiments industriels, le vert, c'est la couleur un peu machine que vous allez retrouver. Il y a plein de bâtiments, vous connaissez comme ça, le Grand Palais, je vais vous en citer 50, dans lequel cette couleur verte, qui avait une histoire très prégnante dans l'architecture, et notamment pour tous ces bâtiments un peu techniques qu'on retrouve, c'est celle qu'on a réinstallée dans ce projet, une forme de clin d'œil de ce petit bâtiment en bois qui était lui aussi industriel. Donc là, ici, le premier, c'était principalement transformer un bâtiment d'activité pour accueillir aussi des fonctions d'habiter. On a vu, c'était un peu la RATP. Celui-là, c'est quand même partir d'un ensemble extrêmement composite, travailler vraiment au cas par cas sur la transformation de chacun de ces éléments très particuliers, et quand même réussir à reconstituer un tout qui soit capable aussi de fonctionner comme une entité unique autour de justement de cette figure du passage. La particularité de cette situation, c'est que vous rencontrez que des aléas en permanence, et donc nous, on a une équipe de 4 personnes installées à plein temps sur le chantier, de manière à pouvoir réagir et à discuter avec les ouvriers sur la fabrication et les situations rencontrées, justement pour aboutir au détail, parce que vous imaginez bien que dans la transformation, et en tout cas quand vous vous confrontez à ce genre de problématique, tout se passe sur site, c'est-à-dire que la question de l'aléa et de la rencontre, elle est permanente et vous devez réagir. Voilà, il y a quelques sujets que vous devez devancer, mais la plupart du temps, vous devez réagir à des situations nouvelles que vous allez rencontrer face à la découverte de situations existantes. Un troisième projet dont on va vous parler aujourd'hui, un petit projet qu'on a livré il y a environ 1 an et demi, je crois. Un peu long. Oui, on accélérera sur la fin. Avenue Parmentier. Alors ça, c'était un petit projet qui était assez amusant, parce que c'est un projet qui était un bâtiment qui accueillait un certain nombre d'activités, plutôt un peu de bureaux, qui, après transformation, accueillera à peu près le même type d'activité d'ailleurs. La question n'était pas tant programmatique, mais que plutôt trouver des stratégies un peu, parce que c'est toujours un peu la question. C'est souvent aussi votre question, même si on peut poser quelquefois d'une manière qui des fois nous agace un peu. C'est toujours cette question de comment on peut aussi aller trouver des opportunités, notamment de surface un peu particulières, quand on est dans un existant déjà un peu constitué. Et donc là, l'exercice, mais qui en même temps, et à la fois on s'en sort plutôt bien, mais qui était presque un peu à 2 doigts de l'absurde, je dois l'avouer, c'était sur ce petit bâtiment, c'est un bâtiment de petite échelle. En plus, il est plutôt bastillé au PLU, donc autant dire que sur toutes les parties vraiment superstructure, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est comment on pourrait aller chercher éventuellement quelques surfaces en infra, et jusqu'à quel point ça devient intéressant ou pas, et jusqu'à quel point ça a du sens. C'est assez amusant, on n'a pas la coupe, mais à l'origine, ils avaient une sorte, ce client, avec qui on s'entendait d'ailleurs plutôt bien, avait travaillé avec un AMO, je crois, et qui lui avait fait miroiter quelque chose d'absolument extraordinaire, qui était quasiment de doubler les surfaces, mais en allant chercher toutes les surfaces complémentaires en infra. Donc ils avaient une sorte de coupe, un peu une sorte de coupe de principe sur ce bâtiment-là. On avait la partie en superstructure, et il y avait absolument son négatif en dessous. Donc on faisait quasiment dans les tréfonds de la terre pour aller chercher des surfaces qui, honnêtement, au bout d'un certain niveau, avaient très très peu de qualité. Donc nous, tout l'enjeu a été un peu de déconstruire ce mythe du truc un petit peu survendu, et en même temps d'aller quand même chercher ces quelques surfaces en infra et d'en faire quelque chose aussi un petit peu singulier. Voilà. Et donc, voilà la situation de l'existant. Donc c'est un bâtiment qui est assez bien constitué autour d'une cour, un bâtiment qui a quand même des belles qualités, même s'il était, on peut dire, usé. Mais plutôt sain. Mais plutôt sain, mais usé quand même. Et donc là, comment en fait on relibère à nouveau des plateaux, comment on remet en jeu, on restaure aussi certains dispositifs existants qui apportaient de la qualité et aussi une certaine singularité au lieu, et comment, et on peut déjà un peu le deviner à travers cela, comment on va aller aussi amener de la lumière dans un sous-sol un peu extraordinaire. Et c'est justement cette transformation en couple. Donc,
Là où je parlais un petit peu d'absurde, c'est qu'effectivement, quand on avait vu la coupe programmatique, en fait, on allait jusqu'au après, là, on cherchait les surfaces, on disait, bon, un petit peu exagéré, qui va aller vraiment là-bas en bas, et on imaginait aussi l'effort phénoménal nécessaire. Parce que vous imaginez l'effort qu'il faut, déjà, rien que pour aller faire des reprises en œuvre dans des sous-sols, c'est astronomique. Déjà, rien que pour construire ça, il faut imaginer que pendant des mois, ce sont des ouvriers qui attaquent à la pelle. Hein. Là, on n'envoie pas des engins au début pour démarrer, c'est tout à la pelle, c'est tout du travail humain extrêmement dur. Donc, d'une certaine manière aussi, il faut aussi savoir raison garder, et donc des efforts un peu énormes. Néanmoins, on allait quand même chercher ces quelques mètres en infra, et on a aussi travaillé un petit peu sur redresser très légèrement les charpentes pour retrouver une habitabilité dans les derniers niveaux. Et en fait, avec très peu de choses, finalement, on a réussi quand même à améliorer sensiblement, je dirais, la qualité de l'ensemble et peut-être aussi à lui donner cette petite masse critique un peu supplémentaire de surface nécessaire aussi pour notre client. Donc l'avant-après, on voit aucune différence, hein, si ce n'est que la façade est plus propre et qu'on a mis des stores, donc c'est pas la partie la plus spectaculaire. En revanche, là, ça commence à devenir un peu plus intéressant parce qu'on voit aussi qu'on a réaménagé cet espace de cours. Il y a eu des parties un peu parasites qui ont été déconstruites parce que le volume de la cour est déjà pas très grand, donc il fallait aussi essayer de retrouver une intégrité et des façades qui s'ouvrent assez largement là-dessus. On a aussi beaucoup restauré, retrouvé des grandes vitrines, etc. Recréé ce grand sol commun qui nous amène depuis l'avenue Parmentier à travers le passage jusque dans la cour, qui est un sol de briques. Et enfin, créer cette sorte de grande oculus au sol qui nous amène ensuite jusque de la lumière naturelle jusque 2 niveaux en infra et qui sont aussi, eux, un peu, d'un point de vue programmatique, un peu particuliers puisqu'ils accueillent des choses beaucoup moins cloisonnées à un certain nombre d'activités spécifiques. Et, voilà. Et c'est donc à la fois un projet qui est un travail un peu cosmétique de restauration, comme ces sortes d'oriels ou ces sortes de petites excroissances avec des serrureries extrêmement fines qu'on a restaurées, etc. Travail aussi un petit peu de nettoyage de l'ensemble qui avait effectivement un certain degré d'usure. Retrouver aussi des connexions, parce que les bâtiments étant assez peu épais, on peut avoir des effets de transparence depuis la rue jusque vers les intérieurs, donc on a aussi essayé de les favoriser en créant des grandes vitrines. Et enfin, on allait chercher en infra un peu de qualité. Et vous pouvez le voir, en fait, finalement, on l'a presque juste un peu rééquipé, d'un point de vue aussi technique et climatique pour qu'ils puissent accueillir. Le point peut-être sur lequel on a aussi travaillé, c'est sur 2 éléments. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de faire qu'il y a de grands éléments vitrés qui peuvent s'ouvrir pour avoir un rapport justement à l'extérieur et qu'on puisse très largement ventiler ce bâtiment. Donc les grands baies vitrées peuvent totalement ouvrir sur la cour. Et l'autre point, c'est qu'on a toujours essayé d'enlever le plus de matière possible dans ce bâtiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on n'avait pas besoin de doubler, on ne doublait pas. Quand on faisait poser des murs en briques, on essayait de les faire maçonner, on les considérait comme finis. C'est-à-dire que dès qu'on n'avait pas besoin de matière, on l'enlevait le plus possible pour essayer d'utiliser juste la matière au bon endroit et de faire d'éviter, vous savez, quand on va venir plaquer, mettre du plâtre partout, faire tout ça. Donc d'essayer d'enlever le plus de matériel possible. Malheureusement, si je peux me permettre, à la fin du chantier, ils ont vendu le bâtiment et le preneur, la première chose qu'il s'est empressé de faire, c'est évidemment de redoubler un peu partout, etc., de rajouter des cassettes de clim un petit peu partout, même là où elles ne sont pas nécessaires. Déjà, encore une fois, cette question d'éducation, elle prend du temps, mais si on croit à ça, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on peut faire des lieux, on utilise vraiment beaucoup de matériaux, on peut arriver justement à faire des lieux qui soient aussi vraiment authentiques et qui aient vraiment une âme, et je pense qu'on arrive vraiment à convaincre. Je peux vous donner une situation, par exemple, de projet, notamment, ce bâtiment, je l'ai visité à un moment donné pendant le chantier, et ils faisaient visiter à leur futur acquéreur, il y avait une discussion sur ça, et j'entendais ce que vous appelez le broker, que moi j'appelle agent immobilier, qui vendait le projet et qui décrivait, là ça va être fini comme ça, et là il va y avoir un faux plafond, et je voyais la personne qui était en train de se déliter, puis au bout d'un moment je me retourne, je me dis, non, attendez, en fait c'est pas du tout ça, quoi. L'idée c'est que ça va être ça, c'est fini, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et la personne s'est retournée vers moi et m'a dit, mais vous me rassurez, parce que je me disais, vous étiez en train de faire n'importe quoi. Et moi, ce que je veux, c'est un bâtiment qui sente, que ce soit un peu une usine, que ce soit un endroit dans lequel les gens viennent et tout ça. Et donc, finalement, vous voyez, il retrouvait dans cette forme de discussion là-dessus. Bon, il s'avère que c'est pas lui qui a acheté le bâtiment, mais l'histoire était, vous voyez, racontée de cette manière-là, et ce qui permettait justement de retrouver ça. Et je pense que pour nous, c'est aussi des gains d'énergie, des gains de matière, c'est aussi une croyance, finalement, dans des matériaux. Si vous voulez, quand vous allez tout couvrir avec du placo-plâtre, des choses comme ça, l'ouvrier qui va faire le mur, il sait qu'il n'en a rien à faire. Si par exemple vous lui dites, attends, mais non, mais là ça va être fini et tout ça, il va prendre du soin
dans la fabrication des tâches. Et ça va lui donner aussi forcément une forme de respect de son travail, et je peux vous assurer qu'il va être fier. La fois où on a décoffré, vous allez le voir peut-être un peu plus loin, voilà, il y a une grande verrière qui est installée avec un élément structurel. On a fabriqué tout un coffrage avec un maître compagnon, et quand on l'a décoffré, il m'a demandé de venir un week-end, parce qu'il faisait venir sa femme pour lui montrer que c'était lui qui avait fait ça. Et je pense que c'est dans cette question de transmission et de message qu'on doit faire passer aussi, c'est-à-dire c'est donner de la valeur aux choses et donner du respect au travail des gens qui vont nous accompagner. Et je pense que ces questions d'industrialisation lourde de la construction, finalement, elle appauvrit aussi nos sociétés, mais dans la question sociale et dans le rapport qu'on a avec les ouvriers. Je rappelle qu'un chantier, c'est 75% d'ouvriers, c'est 75% à qui on ne parle jamais. C'est quand même absolument dingue, c'est-à-dire c'est 75%, c'est eux qui fabriquent, personne n'en parle dans l'immobilier, jamais personne. On les voit pas, ils sont même pas au rayon de chantier, alors ça veut dire rayon de chantier, avec les gens, il y a 50 personnes, mais ceux qui sont sur le chantier, eux, on les voit pas. Si vous êtes sur chantier et que vous êtes avec eux, vous pouvez fabriquer des trucs absolument incroyables. Et si on a cette croyance en ça, je pense qu'on fabriquera mieux. C'est un petit peu politique ce que je dis, mais j'y crois beaucoup. Et donc voilà la manière dont on a résolu ce désir irrépressible de notre client d'aller chercher des infrastructures. Et on en a profité aussi pour mettre en œuvre des petites marottes qui nous amusaient bien. Voilà. Donc on a suspendu cette petite coursive métallique très légère. On a quand même cette très belle structure là, en béton qui franchit justement maître compagnon, mise en œuvre. Voilà. Et c'est assez amusant parce que c'est une figure qu'on a réutilisée récemment dans un autre projet qui est en chantier là, qui est Boulevard des Invalides, c'est l'ancien siège de la région Île-de-France. Et on l'a fait en beaucoup plus grand. Et c'est assez incroyable. On n'a pas un peu un peu aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, les espaces en sous-sol ? Alors là, c'est les nouveaux programmes, c'est des espaces cool. Ils font du sport, ils font du piano, ils font des coworking, ils font tout un truc. Mais c'est un espace qui marche assez bien. Je suis passé, voilà, il est assez occupé et l'espace, il est assez varié. Je suis passé une fois, c'était des bureaux. Et je suis passé une fois, c'était des gens qui faisaient du sport. Donc, qu'est-ce que c'est un lieu qui est, en fait, qu'ils arrivent à utiliser finalement pour des scènes différentes de l'activité. Ils peuvent y faire des conférences, il y a un écran qui peut se défiler, ils peuvent y faire une présentation de Julien Penseux qui va nous présenter quelque chose. Vraiment, il y a une grande variété d'usages autour de cette pièce. Et c'est surtout que cette pièce-là, si vous voulez, ce qu'on a essayé de fabriquer dans ce projet, c'est qu'un bâtiment qui était assez neutre, avec un bâtiment en forme de haut, vous voyez, avec des plateaux, en fait, il y a énormément de situations d'habités qui sont différentes. Vous avez la mezzanine, vous êtes sous les combles avec le toit qui se réouvre, vous avez le plateau un peu classique qui est ouvert sur la rue, vous avez cet espace en bas qui est le seul endroit dans lequel finalement le haut est réuni, donc là vous avez un très large plateau, donc on pratique différemment. Et donc, par des situations de surface et d'espace qui sont différentes, ça fait un bâtiment qui, de l'extérieur, est somme toute modeste, on dit il est assez neutre, mais il y a une très grande richesse dans les espaces intérieurs et dans leur exploitation par les hauteurs, par les niveaux de ça. Ça, je pense que ça donne aussi une espèce de ce qu'on appelle de la valeur d'usage qui est assez forte pour ce projet. Et peut-être pour compléter, et c'est aussi pour ça que la question du contexte est importante, par rapport à la RATP, bizarrement, on a souvent essayé de plutôt travailler sur des dispositifs, mais sans engager, sans mettre des tonnes d'architecture. Là, ici, on a plutôt fait l'inverse. Dès qu'on a pu avoir la moindre intervention, que ce soit pour un bloc de circulation verticale, par exemple, on a travaillé sur des formes un peu arrondies, avec des bétons cannelés, sur des questions de charpente, sur des questions de couleur. Là, au contraire, dès qu'on a pu, sur nos interventions, on les a très clairement identifiées et on leur a donné un caractère propre. Donc, en fait, on peut aussi avoir, en fonction des situations, des approches aussi très différentes justement sur l'expressivité ou au contraire la neutralité qu'on peut rechercher. Bon, celui-là, on va passer assez rapidement parce qu'il est vraiment ancien. En fait, on l'a rajouté pour remplacer un autre. Et en plus, c'est une transformation. C'est un gros projet. Vous connaissez probablement les Gares de Lyon qu'on a fait pour Gessina avec DTACC il y a quelques années. Il était vachement bien parce que c'était une commande directe. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et on a évité tout concours et on a gagné. Et ça fait partie des projets, quand on est en commande directe, qu'on gagne toujours. Ça, c'est ce qu'on préfère le plus. Ouais. Quand c'est en commande directe, on sait qu'on a gagné. Donc ça, c'était plutôt bien. Et là, c'était encore un tout autre enjeu, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de bâtiment, on est plutôt sur un bâtiment un peu échelle macro, parce que c'est quand même une grosse pièce. Mais là, il posait d'autres questions.
et il pose en fait très clairement la question de ce qu'on doit faire et comment on doit faire évoluer ou transformer un peu les questions d'urbanisme sur dalle. Là, je m'attacherai pas tant à la question architecturale, parce que ça, c'est une manière de la résoudre. Mais peut-être avec juste une situation, c'est que ce bâtiment, on l'a fabriqué juste avant le Covid, et que pour vous, aujourd'hui, c'était évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Mais pour nous, ça nous semblait normal d'ouvrir une fenêtre dans des bureaux. À l'époque, il semblait que c'était absolument impossible et que c'était un miracle. Bon, nous, on a toujours pensé qu'ouvrir les fenêtres, c'était bien. Donc ce bâtiment, il a toutes ces fenêtres qui ouvrent. Alors je sais que maintenant, c'est devenu normal. Non, mais à l'époque, c'était innovant. Ce qui était assez amusant à l'époque, parce qu'en fait, c'est vrai que ce qu'on aime aussi pour les chantiers, c'est qu'on met toujours nos équipes sur place. Même si on est déjà sur des chantiers parisiens, on met nos équipes sur place à demeure. C'est quand même pour tout contrôler. Et qu'au même moment, nos équipes, elles étaient logées par Gessina dans cette tour-là, là-bas, et qui en fait est une tour sans fenêtre. Il n'y a aucune fenêtre, et donc en fait, il y a des conditions climatiques qui étaient complètement folles, et c'était assez angoissant. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps, mais moins que les équipes, mais c'était assez stressant, et je me souviens qu'il y avait un sentiment d'oppression qui était assez terrible. Voilà. Après, voilà, ce bâtiment-là, il était très complexe, parce qu'il engageait beaucoup de choses, et puis il y avait plein de petites règles un petit peu complexes vis-à-vis des voisins, qui fait que si on voulait épaissir un peu le bâtiment pour lui donner un petit peu, justement, un peu de matière, un petit peu d'ombre, et aussi l'augmenter un petit peu. En fait, il fallait les négocier avec les voisins. Enfin, tout était un peu compliqué, c'est un contexte. Voilà. En gros, ils ne font pas de cadeaux, ce sont des gros acteurs, des grosses foncières immobilières là-bas. Bon, c'est un peu chacun pour soi. Et le gros enjeu, voilà, c'était de lui redonner un caractère un petit peu plus ouvert, peut-être aussi un petit peu plus domestique, donc ces grands cadres qui sont aussi des sortes de grandes fenêtres, de travailler aussi sur ce double niveau qu'on avait réuni, en fait, qui nous permettent aussi de régler des questions et des problématiques de sécurité incendie d'IGH, question de compartimentage, de proportion également, de les lancer aussi un tout petit peu. Et surtout, c'était aussi l'enjeu principal, c'est quand j'évoquais la question de l'urbanisme sur dalle. L'urbanisme sur dalle, c'est un peu comme le zonage, c'est quelque chose qui spécifie. Et donc, dans ce plan-là, d'origine, sur lequel il y avait notamment les tours de Luc Buisson, l'idée quand même, c'était qu'en fait, tout ce qui était au niveau de la rue était dédié à la logistique, à la technique, et donc c'était vraiment la ville un peu servante, et que le niveau de référence, il aurait dû plutôt se faire, à ce qu'on voyait tout à l'heure, au moment où en fait se distingue le socle et les objets tours qui sont posés dessus. Donc tout l'enjeu, c'était de réussir à réouvrir, reconquérir, redonner un véritable caractère urbain à ces rez-de-chaussée, et aussi, parce que c'est souvent aussi un peu une question, comment on va aussi aller chercher des surfaces en infra, dans lesquelles il y avait essentiellement les locaux techniques, dont on a aussi assisté en partie à la réduction, et aussi des surfaces de parking et de plus savoir qu'en faire, et comment on allait nous reconquérir 2 ou 3 niveaux pour faire tout un sorte de... Ils appellent ça une sorte de business center, le mot n'est pas très élégant, mais néanmoins c'était un peu ça. Donc toutes les salles de réunion, les amphis, tout est localisé dans les niveaux en infra. Et aussi l'intérêt aussi, c'était que dans ces compositions et dans ces tours-là, il y a un dernier étage qui est à peu près le plus beau dans les proportions, parce que c'est celui qui a les plus grandes hauteurs. Et dans toutes ces tours-là, c'est le niveau technique. Et donc effectivement, on avait beaucoup d'infra, on a un peu tour descendu en bas, et on est allé chercher au contraire un niveau un peu exceptionnel, et des toitures, etc. Et c'était aussi intéressant parce que c'est le moment où en fait, c'est souvent des questions réglementaires de contraintes, où la ville et la direction de l'urbanisme s'interrogeaient sur la capacité pour nous d'aller créer les surfaces alors qu'elles étaient uniquement techniques, alors qu'on était au-delà du plafond des 50 mètres. Et donc c'est le moment aussi, c'est tout cela, où ils ont mis en place cette doctrine, où ils ont dit ok, on autorise le fait de le faire puisque ces surfaces d'une certaine manière existent, même si aujourd'hui elles ne sont pas praticables. Donc c'était aussi intéressant pour ça, donc toute cette construction en fait, et aller chercher ces niveaux, et puis après c'est là qu'on a une vue plutôt sympa. C'était une expérience intéressante, même si voilà, ce sont des grosses machines, donc ce sont aussi des grosses machines de gestion de projet. Ce sont aussi des... Gessina a un gros truc un peu lourd, et puis c'est le moment où vous avez quand même un patron pas commode qui terrorisait ses équipes. Donc c'était aussi un moment un peu particulier pour ça. Il y avait un truc un peu étrange. C'était méga Brunel. Ouais. Et c'est vrai que c'était les équipes étaient aussi dans une forme de terreur. Alors nous, on n'était pas du tout terrorisés, en plus on est assez cool, mais on les voyait un peu se liquéfier. Donc quelquefois c'était un peu compliqué. Et enfin, peut-être un dernier projet, histoire qu'on ait peut-être un peu de temps pour échanger, qu'on vous monopolise pas non plus toute la soirée. On a eu, en fait, on a un projet de parking, c'est notre seul projet de parking, hein, étonnamment. Enfin, étonnamment, oui et non. Hein, on a fait une exposition au pavillon d'Arsenal sur la question des parkings. Cette exposition, évidemment, au début, on n'avait pas imaginé qu'elle aurait cet impact. Ne serait-ce parce qu'au début, on ne savait pas qu'il y avait des parkings en superstructure.
et que c'est au fur et à mesure du travail qu'on a pu faire avec le pavillon et les équipes, Julien, Alexandre, Maria, enfin, tout un tas de personnes, qu'on s'est rendu compte finalement de cette richesse qui existait dans Paris. Et au final, eh bien, on a démontré, on était interrogé sur le fait que beaucoup disaient il faut démolir les parkings, on ne sait pas les transformer, tout ça. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est aujourd'hui possible et beaucoup sont en cours de mutation. Alors ça interroge aussi, ce n'était pas l'objectif de faire muter tous ces parkings. Je le dis aussi, je trouve que c'est quand même pas mal aussi qu'il reste quelques parkings qui ont une tête de parking dans Paris. Néanmoins, on a étudié ce projet-là. Ce projet, on l'avait étudié pendant l'exposition du pavillon, dans un espèce de scénario que je dirais un peu, on s'était imaginé entre nous. Et puis finalement, on a été contacté pour essayer de le transformer avec une programmation assez hybride. Une partie de bureaux, un complexe sportif et des logements sociaux, dans lequel, là, on a essayé de fabriquer un exercice, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être un peu plus, de forcer le trait un peu plus fort qu'au pavillon, et on a essayé vraiment de détruire le moins possible de surface dans ce bâtiment, et donc on a proposé, le maître d'ouvrage nous a suivi, un plateau de bureau qui fait 50 mètres par 50 mètres. Alors c'est vrai que de prime abord, tout le monde regarde les yeux comme ça, ouais, ça ne marchera jamais, le truc et tout. Sauf que, bon, si vous faites un peu l'histoire du bureau, c'est le plateau de bureau standardisé aux États-Unis, dans plein de systèmes qui permet plein de choses. Et l'autre petit point aussi, c'est qu'on a développé une stratégie de bureau non climatisé. Alors au début, tout le monde se dit c'est pas possible et tout ça. Mais après, si on réfléchit bien, on se pose la question de la climatisation, on climatise des bureaux. Et le vrai problème, c'est pas tant les bureaux qu'il faut climatiser, ce sont les personnes en fait. C'est vrai que c'est nous qui avons chaud. J'ai jamais entendu une table me dire il fait trop chaud dans cet espace. Et donc, ce qu'on a essayé de réfléchir, c'est un système de rafraîchissement dans lequel, en fait, si je vous raconte un peu la narration de ce projet, c'est vous arrivez, il fait super chaud, vous avez donc un stress thermique, votre température corporelle, elle est super élevée. Et donc, vous arrivez et vous n'arrivez pas, s'il fait trop chaud dans votre place, à redescendre. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que le corps, on va essayer de le rafraîchir. Et donc, pour ça, on rafraîchit des zones dans le bâtiment, très particulières, qui vont être les tisaneries, qui vont être les zones dans lesquelles vous allez vous changer, boire un café, tout ça, pour essayer de faire tomber totalement votre température donc de stress thermique. Pour ensuite, vous allez rejoindre votre salle. Dans les journées où il fait un peu chaud, il fera peut-être un peu plus chaud qu'à l'habitude, mais comme vous n'avez plus votre corps qui est surchauffé, la température monte doucement, et puis au bout de 2 heures, vous pouvez retourner dans une salle, boire un café, passer un appel téléphonique, et d'un seul coup faire ça. Et donc cette stratégie de projet qu'on développe avec plusieurs ingénieurs, c'est d'essayer plutôt de réfléchir, non plus au bâtiment, mais à la personne, et de trouver des moyens dans le temps de travail, comment finalement on va gérer cette question des climats et des temps. Ensuite, pour participer à ça, on essaie de trouver des dispositifs passifs de rafraîchissement des bureaux, parce qu'évidemment, si vous ne pouvez pas travailler quand il fait 50 degrés, par contre, je reste persuadé que quand il fait 26 degrés, vous pouvez travailler si vous arrivez et que votre température corporelle n'est pas à 37, enfin à 40 ou à 42 degrés, vous pouvez arriver à travailler. Donc, c'est vraiment une stratégie de projet dans lequel on réfléchit non plus sur la climatisation totale du bâtiment, mais plutôt sur certaines zones pour rafraîchir la température des personnes et de faire que finalement ils puissent aller travailler, et par les rythmes aussi qui sont différents. C'est assez rare maintenant que vous arrivez à votre bureau à 8 heures, que vous ne bougez plus toute la journée jusqu'à midi, après vous allez manger à la cafette et après vous revenez à votre bureur. Ce moment-là, ça, ce sont les gens super. Ouais. Et donc voilà, c'est cette stratégie-là donc vraiment de rafraîchissement qu'on étudie, et ensuite par des dispositifs simples et passifs de rafraîchissement d'air, de mouvement d'air, pour faire que les bureaux soient exploitables. Ensuite, d'où aussi cette question quand même de l'épaisseur. On questionne aussi parce que elle peut être une forme de réponse. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la bonne. On verra, on va l'expérimenter. Mais la question vraiment de l'épaisseur et de la masse et d'aller rechercher un maximum d'inertie, elle a forcément quelques vertus. Oui. Bah, la chance qu'on a là, c'est que c'est un bon gros squelette en béton. Donc là, on n'est pas si mal. On n'est pas en train de transformer un parking en bois, parce que ça, effectivement, ce serait quand même une autre... Et donc, on a aussi donc fait ce choix de l'épaisseur, parce qu'il y a toujours ce rapport à si on n'est pas 6 mètres de la façade et tout ça, mais si vous vous intéressez à l'histoire de l'architecture, les 6 mètres de la façade, ce sont des lois qui ont été créées pour des questions de standardisation aussi, c'est toute une logique industrielle qui est derrière tout ça, et on peut s'apercevoir que finalement, on peut habiter des épaisseurs différentes, et qu'aujourd'hui, dans vos modes de travail,
d'évolution des travails, c'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, il fait un peu chaud aujourd'hui, je suis peut-être à l'intérieur du bâtiment, puis après, je me rapproche un peu parce que c'est l'hiver et que c'est un peu sombre, je me rapproche de la façade et tout. Et donc, on travaille plutôt les surfaces imaginer qu'on peut s'exploiter finalement ces surfaces de bureau un peu différemment dans nos modes de travail. Encore une fois, on n'a pas tout. C'est presque être un peu une forme de nomadisme, et qu'on va devoir probablement aussi travailler sur nos habitations. C'est vrai que vous le remarquerez peut-être chez vous, si vous avez quand même quelques pièces, vous pouvez changer d'endroit où vous dormez en fonction des saisons, en fonction aussi des orientations. Il y a des vraies différences quand même de confort et des questions un peu thermiques. Donc c'est vrai que d'avoir des plans qui permettent aussi d'imaginer qu'on se déplace aussi à l'intérieur en fonction des situations climatiques, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes à travailler. Et c'est pas quelque chose qu'on invente, hein. C'est juste quelque chose qui a disparu, encore une fois, dès qu'on a eu cette profusion de pétrole et d'énergie. Mais c'est vrai que historiquement, on a toujours déplacé dans les bâtiments, on savait vivre avec, en fait. Donc voilà, donc c'est un projet qui est qui a plusieurs paris, qui est quand même super intéressant, dans lequel un maître d'ouvrage qui est quand même assez engagé, voilà, dans lequel on est venu travailler donc ces grands plateaux, dans lequel on vous expliquait sur ces questions de profondeur. On a mixé avec des bâtiments de logement qu'il faut faire cohabiter avec un rez-de-chaussée assez complexe, et dessous un grand centre sportif. Alors je ne sais pas si on a des images. Voilà, donc ça on a repris la rampe de parking pour permettre la distribution de l'intégralité des programmes. On voit le plateau de bureau qui est percé par un grand patio qui permettra donc de ventiler aussi à l'intérieur des bureaux par des différentes amplitudes thermiques. C'est une petite maquette. La toiture, vous voyez le bâtiment, donc on a creusé cette grande faille au milieu qui fait exactement la même largeur que la rue Lamarck. On pourrait imaginer justement, voilà, là on est dans les logements qui font face aux bureaux qui sont sur. Alors ça je sais plus qui est le preneur, je crois que c'est Paramita, enfin je sais plus qui est. Je crois que c'est ça. Et dessous une petite piscine aussi pour pouvoir faire de la natation dans ce projet, donc qui est à l'articulation entre l'ensemble de bureaux, l'ensemble de logements et dans les infrastructures, donc les questions de l'équipement sportif, et une façade qui vient s'ouvrir sur la rue Lamarck. Voilà, et une toiture. Bon, ça, j'allais dire, ça c'est plus commun maintenant, les toitures. On va bien choisir des espèces pour pas qu'elles grillent. Voilà, les toitures végétalisées et accessibles. Voilà, peut-être qu'on pouvait vous dire de manière générale, est-ce qu'on est au bout du temps? Ouais, non, mais quand le président se lève, ça veut dire qu'on est au bout du temps. Et heureusement, au début, j'avais prévu une dizaine de projets, parce qu'en fait, quand on nous a parlé de questions de transformation, non, mais quand on s'est rendu compte qu'en fait, on avait fait énormément. Non, mais d'abord, merci pour toutes ces contributions.